Une révolte d'esclaves, elle conquiert son indépendance de la France en 1804, devenant ainsi la première république noire du Nouveau Monde. En 1890, c'est à Port-au-Prince, capitale de cette nouvelle nation, que débarque le premier groupe de chrétiens orientaux en provenance du Liban. Ils s'installent tant bien que mal au bord de mer, centre commercial du pays. La population locale les appelle des Syriens. Les finances d'Amérique latine ne se ressemblent pas. La nôtre, et je dirais la plus belle, parce qu'elle a été vraiment arrachée aux Français, au prix de notre sang, au prix de l'intelligence de ces mulâtres qui se sont mis avec les Noirs et qui ont enfin compris qu'ils ne seraient jamais considérés comme des Blancs par leur père naturel qui était le Blanc et qui les avait eus de l'esclave. Et c'est tellement vrai, quand on parle de Haïti, on ne parle pas de république métissée, on dit la République noire. Et nous devons revendiquer parce que, à l'étranger, we are black. Quel que soit notre degré de mulâtrerie, de grimauderie ou n'importe, nous sommes des blacks. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une affaire classée. Nous sommes une république noire. Je crois que ça relève un petit peu du même état d'esprit. Nos premières constitutions sont très claires. L'haïtien, par définition, est d'origine africaine. Tandis que des Français ou des Allemands ou des Italiens qui viendront en Haïti, comme ils iront partout à travers l'Amérique, et du Nord et du Sud pendant tout le 19e et le 20e siècle, ils ne pourront jamais devenir ce qu'on appelle un citoyen haïtien d'origine, du fait de leur origine, disons, caucasienne, du fait qu'ils sont blancs. Que tu restes ça? On va faire ton voyage. Non, bonjour. Bonjour. Pas bien? Le séjour a été fructueux. Et combien de temps tu passais? Oh, un mois. Un mois, on a fait le Liban, la Syrie, que j'adore. Que j'adore. Plus spécifiquement parce que ça me rappelle le Port-au-Prince dans le temps. Il faut essayer de comprendre l'histoire de la nation haïtienne, moi je pense. Et il faut comprendre que c'est un pays qui a démarré difficilement. C'est-à-dire qui a été mis à l'écart et par les autres pays, par les grandes puissances d'alors, la France, l'Angleterre. Et nous avons vécu pendant longtemps dans l'ostracisme. De ce fait, les Haïtiens ont essayé de reprendre le contrôle économique parce qu'ils ont gagné l'indépendance, c'est vrai. Ils ont pu reprendre le pays sur le plan politique. Mais sur le plan économique, ils n'ont jamais pu avoir une indépendance réellement. Jusqu'en 1865, après la guerre de sécession, même les États-Unis, qui avaient aidé Toussaint Louverture, ne nous avaient pas reconnus. Donc nous avons été un mauvais exemple pour ces gens qui étaient tous des esclavagistes. Donc tous les pays nous ont ostracisés. Mais l'Allemagne a eu l'intelligence de venir commercer avec cette jeune nation, d'acheter nos denrées, d'acheter ce qui nous restait, d'acheter notre café, d'acheter notre sucre, et de nous envoyer des fils célibataires. Et ces célibataires se sont unis à la très haute bourgeoisie haïtienne, issus, n'est-ce pas, des affranchis pour la plupart, et ils ont fondé toutes ces familles, les Hirsch, les Hemke, les Frisch, etc., etc. Arrivé en Syrie, je trouve que c'est pas étonnant du tout que les gens se sont si bien adaptés en Haïti, parce que, à mon grand étonnement, quand je suis arrivé, j'ai vu les mêmes choses qu'ici. À la seule différence que c'était des Arabes, il y a des gens sur le trottoir en train de vendre des pois, du riz, des chaussettes, des sous-vêtements, un marché exactement comme on en trouve à Port-au-Prince. Quand je vois un bagage de semblé commerce, par exemple, qui joue un commerce en Haïti, tout magasin, par exemple, à côté, ils vendent les mêmes bagages, là où besoin un bagage, ils peuvent aller la même rue, ils peuvent joindre tout bagage qu'ils besoin. Et puis ici, en Syrie, même bagaille. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter toile, ou qu'à descendre la route, vous avez besoin de tout magasin étoile, c'est le même côté. Vous avez entrer une à l'autre. Côté où vous avez besoin de bagaille là, vous avez acheté là, vous avez sorti. En Haïti, même bagaille. Si vous descendez la ville, par exemple, vous avez besoin de tout magasin qui vend étoile, même côté. Vous avez entrer là, une là-dedans, vous avez acheté, vous avez sorti. So, parce que le commerce, parce que vous avez un bagaille même genre.
dans les souks, tu vois les enfants depuis qu'ils sont tout petits, comme ça, ils sont dans les pieds des parents, dans les magasins, les boutiques et tout ça. Et ils apprennent sur le tas. Pour ainsi dire, même nous autres, nous avons vécu ici, mais le samedi et pendant les vacances, il fallait absolument aller travailler pour apprendre la valeur de l'argent. Il n'y a pas un enfant arabe qui restait chez eux le samedi. Ça n'existait pas. Au Liban aussi, au souk de Tripoli, bon, c'est un peu étroit et tout ça, mais c'est le même principe que j'ai connu quand j'étais petite, où les gens ont leur commerce en bas, ils travaillent à l'étage. Quand j'étais au Liban et que j'ai parlé à M. Katlab, qui est un historien, j'ai compris pourquoi ces départs, c'était vraiment fait dans des circonstances horribles. Les gens donnaient les papiers de leur terre, tout ce qu'ils avaient, rien que pour trouver une place sur un bateau. Et assez souvent, ils voyageaient dans la cale ou en 4e classe et tout ça, et beaucoup sont morts. Et ça a été vraiment atroce. Une communauté qui est arrivée ici et qui était très pauvre, c'est peut-être un choc culturel de voir des Blancs aussi pauvres et je crois qu'une partie du rejet vient de ça. La classe mulâtre qui se considérait claire était étonnée d'avoir des gens encore plus clairs, plus blancs et qui ne parlaient pas français et qui pourraient donner un mauvais exemple au peuple parce que le peuple avait une admiration de cette élite mulâtre qui parlait français et qu'ils ne parlaient pas. Les Arabes n'ont pas eu la tâche facile. Premièrement, ils sont arrivés visiblement très pauvres. Avec leur fameuse boîte dans le dos, c'est-à-dire que dans une boîte, dans une espèce de sacoche, un sac à dos, ils avaient à peu près tous leurs biens. Ils ont été même au fin fond des provinces pour proposer leurs marchandises. À cette époque, le colportage et le porte-à-porte étaient interdits aux étrangers. C'est ce qui a soulevé toute cette campagne anti-syrienne. Et puis, ce qui a surtout choqué les Haïtiens, c'était le fait qu'ils dormaient en pleine rue, sur les places publiques, et aussi qu'ils étalaient leurs articles, ce qui était à cette époque-là très inhabituel. Les premiers arrivés de cette colonie-là ne s'exprimaient pas autre qu'en arabe et très peu de créole. Ceux qui parlaient français, c'était l'exception. C'est ce qu'on m'a rapporté. Haïtien, avec sa culture sortie justement de l'Europe, était considéré parlant français comme un élément supérieur. Ma mère était une francophone vraiment extrême. Elle n'acceptait pas qu'on parle de créole. Et elle me disait, j'ai de bonnes relations avec eux, mais je ne veux pas que tu les fréquentes à cause du créole. Et de plus, elle ajoutait, ne va pas chez eux, tu vois, ils n'ont pas de rideaux. Parce qu'en ce temps-là, la tradition sociale, c'était d'avoir des rideaux chez soi. Chez nous, on refusait qu'on parle créole pour parler bien français, pour plaire à la société. Pour s'intégrer, justement. Pour cette société. C'est certain. Chez moi, on parlait arabe, mais j'ai jamais appris. On parlait anglais. Quand on ne voulait pas que mon père comprenne, on parlait espagnol. Donc, c'était un mélange, si tu veux, de tout. Et moi, ma réaction face aux préjugés que j'ai rencontrés depuis ma tendre enfance, même au jardin d'enfants, était qu'il fallait que je parle français mieux que tout le monde pour qu'on ne m'appelle plus Youn. Chez moi, on parlait l'anglais, le français, le créole, l'arabe, l'espagnol, ça dépendait. Mais comme enfant sensible, j'ai beaucoup souffert des préjugés, j'ai été traumatisé. Je me suis senti sans identité. Les Haïtiens me disaient que je n'étais pas haïtien, parce que j'étais un blanc. Le préjugé de couleur, il y avait beaucoup de préjugés de couleur, parce que le gouvernement Duvalier voulait régler ses affaires politiques. C'est une question de couleur. Alors moi, j'étais pris, nous étions pris entre le jeu. Mais pour chaque génération, c'était plus facile parce qu'on combattait, on luttait. Alors en Haïti, on est très haïtien parce qu'on est blanc. J'étais aux États-Unis à 15 ans, à 16 ans, je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de préjugés de couleur.